Merci de votre présence. Je m'appelle Emmanuel Ruche, je suis médecin de santé publique, professeur des universités, praticien hospitalier à l'Université de Tours et au CHU de Tours, et directeur de l'équipe de recherche éducation éthique santé. Je vais me permettre d'introduire cette séquence de webconférences, 4 webconférences qui vont se succéder au cours de ces prochains mois. Et comme toute webconférence, nous sommes sur un format qui consiste en un ensemble de présentations et de présentations à la fois magistrales et ou sous format de table ronde et d'atelier, et les interactions avec les membres et les participants à ces webconférences se fait essentiellement. Vous pouvez intervenir et n'hésitez pas à intervenir par l'intermédiaire de la zone de discussion, le chat, pour reprendre le terme consacré. Donc, merci de votre présence. N'hésitez pas, au cours de cet après-midi, à poser vos questions sur le chat. Clarisse Dargent surveille avec attention les questions qui pourraient apparaître et les apportera au fur et à mesure aux intervenants, de façon à ce qu'il y ait cette interaction entre à la fois les intervenants et vous-même. Peut-être quelques éléments d'historique sur ce cycle de webconférences. Il s'agit d'un projet qui est né et qui a été co-construit entre des associations et un collectif de patients, l'équipe de recherche éducation éthique santé, le département de santé publique de l'Université de Tours, la coordination régionale de l'éducation thérapeutique des patients, auxquels ont également participé dans la réflexion et dans la co-construction la FRAPS, la Fédération régionale des acteurs en promotion de la santé, et la Société régionale de santé publique. J'ai toujours peur d'oublier des intervenants et des parties prenantes. Si jamais je m'en apercevrai, je les renommerai ensuite et tout à l'heure. Nous avons un certain nombre de partenaires qui soutiennent aussi cette démarche. Je ne vais pas tous les citer. Nous allons avoir tout à l'heure un mot d'introduction du doyen de la faculté de médecine, M. Patrice Dio. Nous allons avoir également un mot du représentant des usagers du CHU de Tours, M. Jacques Portier, qui dira également un mot d'introduction. Et nous avons également discuté, évoqué ces cycles de webconférences avec nos interlocuteurs de l'Agence régionale de santé, et nous sommes dans une dynamique collective pour vous présenter ce cycle de webconférences qui s'intitule « La dynamique des patients en 2021 ». Alors, nous avions prévu ce séminaire en fait en 2020. Les événements nous ont amenés à repousser progressivement ce séminaire pour finalement le transformer de présentiel en distanciel, tel que vous le voyez aujourd'hui. Et je tiens aussi à remercier les étudiants du diplôme universitaire éducation pour la santé, éducation thérapeutique, qui contribuent à leur façon à ce cycle de séminaire et à cette dynamique autour de la dynamique patient en 2021. Nous l'avons sous-titré ressources, promoteurs, acteurs, auteurs, parce que bien sûr, nous souhaitons aborder la question de l'évolution de la posture et de l'implication des différents acteurs dans notre système de santé, que ce soit les usagers du système de santé ou que ce soit les professionnels de santé. Et il nous a vraiment semblé fondamental et important que ce cycle de séminaire soit issu de cette co-construction qui associe ces différents partenaires. Alors, vous avez noté qu'il y avait 4 après-midi
pour ce cycle de web séminaire, de web conférence, pardon. Aujourd'hui, ensuite, nous aurons 3 autres dates, le 11 février, le 25 mars et le 15 avril. Alors, il y a bien sûr une cohérence dans le fond et dans la forme à ce cycle de webconférence, une cohérence de fond, car nous avons voulu aborder au travers de 4 thématiques la dynamique patient en 2021, la séance d'aujourd'hui qui est consacrée à la réflexion autour de l'expérience du patient et la mobilisation de cette expérience dans la relation entre les acteurs du système de santé. Nous aurons en deuxième séquence, le 11 février 2021, une séquence sur le positionnement du patient soignant et la posture du patient soignant. Et nous aurons une 3e séance le 25 mars où nous interrogerons la posture du patient dans cette posture qui peut être celle de l'enseignant. Enfin, nous aurons une dernière séquence le 15 avril 2021 qui abordera l'impact de l'évolution des postures des acteurs, celles des patients, celles des professionnels de santé, l'impact de ces positionnements et de ces postures sur l'organisation du système de santé. Donc voilà pour la cohérence en termes de thématiques qui vont être abordées au cours de ces 4 séquences de webconférence. Il y a également une cohérence de forme dans chacune de ces séquences, une cohérence de forme qui se manifeste avec un premier temps pour chacune de ces séquences qui se fera autour de l'apport, autour de la thématique abordée d'une personnalité connue au niveau national ou international. Et nous aurons tout à l'heure le plaisir d'accueillir pour cette première séance Madame Camilla Aloisio-Alves pour la question de l'approche narrative et des maladies chroniques. Nous aurons pour les 2 séquences qui suivent sur le patient soignant et sur le patient enseignant, l'intervention de 2 Canadiens. Pour la première séquence de février autour du patient soignant partenaire, ce sera M. Jean-François Pelletier qui travaille à l'Université de Montréal au Québec, Canada. Pour la séquence autour du patient soignant, le 25 mars, ce sera également un Canadien, M. Alexandre Berkes, qui interviendra en compagnie de Mme Tournière-Nolwenn, qui est une patiente et patiente partenaire et patiente enseignante. Enfin, pour la dernière séquence, la dernière webconférence, nous accueillerons pour cette session plénière le premier temps de chacune de ces séquences. Donc, pour la dernière séquence, ce sera Madame Anne-Françoise Pochet-Traversa qui travaille à la Haute Autorité de Santé. Donc, pour chacune de ces séances de webconférence, nous aurons une première partie avec l'intervention d'un intervenant extérieur et une deuxième partie où nous aborderons des expériences concrètes issues pour l'essentiel du territoire de notre région Centre-Val de Loire sous forme d'ateliers et de tables rondes qui se succéderont sur la deuxième partie de l'après-midi. Voilà pour la cohésion en termes de forme de ces 4 webconférences au cours des mois à venir pour ces 4 dates qui ont été donc retenues. Je vous propose, avant de reprendre la parole ensuite, de laisser la parole à Monsieur Patrice Diot, professeur en pneumologie et doyen de la faculté de médecine, pour un mot d'introduction. Bonjour à toutes et à tous. La série de webconférences organisée par le laboratoire de santé publique, par l'équipe d'accueil 7505 sur la dynamique des patients correspond à l'adaptation d'un enseignement qui devait avoir lieu au printemps dernier et qui a été repoussé et qui est réorganisé sous forme
distanciel compte tenu des conditions sanitaires. C'est un peu un paradoxe parce que le sujet qui porte finalement sur la place des patients dans l'enseignement, en tout cas c'est ma façon un peu d'aborder le sujet, suppose d'apporter le plus grand soin à la relation interpersonnelle. Mais enfin, les circonstances sont ce qu'elles sont et on s'adapte et on fait du mieux possible. Ce sujet, il est évidemment consubstantiel des réformes à venir des études de santé, en particulier de la réforme du deuxième cycle, qui est une mutation d'un mode d'enseignement qui était fondé sur un empilement de connaissances vers une pédagogie de la compétence, avec une large place à la simulation dans tous les sens du terme, et donc l'idée jamais la première fois sur un patient. Jamais la première fois sur un patient, certes, mais en tout cas, la première fois avec un patient, certainement. Et de ce point de vue, donc, je suis évidemment très intéressé par la réflexion qui est menée dans différentes instances, en particulier portée par l'équipe de mon collègue et ami Emmanuel Ruch, mais plus généralement au sein de notre faculté de médecine. La place des patients, dont je ne sais pas toujours comment il faut les appeler, patients enseignants, patients partenaires, patients experts. Aucun ne correspond exactement à la façon, me semble-t-il, dont on peut envisager ce rôle absolument fondamental. En tout cas, c'est clair, les patients doivent porter finalement auprès des jeunes apprenants leur expérience dans un rôle, dans une représentation, dans une posture qui est la leur et qui doit être absolument bien réfléchie, bien anticipée, d'où l'importance de ces réflexions collectives organisée par l'équipe d'accueil, éducation, éthique, santé, que je salue, dont je salue le travail. C'est une équipe qui est une équipe pluridisciplinaire, qui devient pluriprofessionnelle et qui joue un rôle majeur dans l'animation sur cette thématique. Et je lui en suis infiniment reconnaissant. Je vous souhaite donc, j'allais dire des échanges, ce n'est pas tout à fait des échanges, mais enfin en tout cas, une réflexion collective fructueuse sur ce sujet. Merci de votre attention. Merci à Patrice Diop pour ses mots d'introduction. Je vais tout de suite céder la parole à Jacques Portier. Alors, ces deux mots d'introduction sont des mots d'introduction qui ont été préenregistrés toujours dans ce cadre de cette épidémie et pandémie Covid-19 qui nous amène à faire des acrobaties pour organiser tout ça. Et je remercie en particulier, j'en profite, le service de l'audiovisuel qui nous accompagne. Merci beaucoup. Je suis Jacques Portier, je suis bénévole associatif dans le mouvement familial à l'UDAF d'Indre-et-Loire. Je suis représentant des usagers au CHU de Tours depuis un peu plus de 10 ans et je suis par ailleurs président du Forum des associations d'usagers du CHU de Tours. Les représentants d'usagers et l'ensemble du mouvement associatif de patients accueillent avec enthousiasme la perspective de la dynamique patient et de l'expérience patient. Non seulement le patient doit être au cœur du système de soins, mais il doit aussi être vraiment acteur de sa santé dans son parcours de soins. Donc, nous considérons que la dynamique patient, ce peut être un excellent moyen de valoriser les droits du patient. Alors, je les rappelle succinctement, en tout cas certains d'entre eux, le consentement aux soins, la préoccupation de la qualité et de la sécurité des soins, le respect de la personne, de son intimité, mais aussi tous les aspects concernant, par exemple, le traitement de la douleur. Tout cela suppose l'implication du patient dans le traitement, dans les traitements et dans les processus de soins. Ce peut être aussi le moyen de mettre en évidence la nécessité de l'expression du patient pour qu'il puisse lui-même faire savoir ses choix. Et ça suppose bien entendu un dialogue étroit avec les soignants, enfin tout un programme. Mais ces évolutions ont aussi leurs exigences pour les patients et leurs associations. Il nous faudra, en tant qu'association, mais aussi pour les patients, acquérir des connaissances et des savoirs, valoriser les compétences relationnelles des uns et des autres, faire les apprentissages des capacités d'analyse et d'évaluation. Et on souligne à cet égard l'importance qu'il y a de mettre en œuvre des travaux de groupe et de miser sur le collectif.
Ça supposera donc qu'un certain nombre d'éléments d'information, mais aussi de formation des uns et des autres soient engagés, parce qu'en fait, il s'agit, nous le considérons comme tel, comme un véritable changement culturel pour le milieu associatif qui aura besoin d'être accompagné dans cette évolution. Je félicite donc tous les initiateurs de ces webconférences qui vont s'ouvrir à partir d'aujourd'hui pour marquer l'importance de cette initiative et je les remercie très chaleureusement. Merci à Jacques Portier pour ces quelques mots. Avant de rentrer dans le vif de cette séance et avec l'intervention de notre collègue brésilienne, je vous propose quelques petits mots d'introduction pour également replacer dans le paysage quelques éléments qui me semblent être des éléments clés. Je vais le faire en 3 temps, très rapidement, en quelques minutes. Le premier temps, je voudrais insister sur ce que nous partageons tous, patients ou professionnels de santé ou usagers du système de santé, c'est l'attachement et la valeur que nous accordons à la vie humaine. Un deuxième temps qui me semble nécessaire de repositionner, même s'il s'agit d'éléments pour la plupart d'entre vous connus, c'est les droits des usagers et le mouvement des droits des usagers du système de santé. Et le troisième point d'attention que je voudrais partager avec vous, c'est l'importance que nous accordons et que nous souhaitons détailler et mettre en débat au cours de ces séances autour de ce partenariat dans lequel doivent ou peuvent se retrouver les usagers du système de santé et les professionnels de santé. Et lorsque j'évoque la notion de santé, c'est la santé au sens large, peut-être au sens de l'Organisation mondiale de la santé, un état de complet bien-être physique, mental et social. En tout cas, un domaine de la santé qui est certes le curatif et le préventif, mais aussi le médico-social et le social, dans ce qu'il a d'indispensable et d'éléments nécessaires à l'accompagnement et à la prise en soin de chacun d'entre nous. Un petit mot sur cette notion de vie humaine, puisque nous sommes dans un métier, un de ces métiers un peu impossibles que décrivait Freud, entre éduquer, soigner et gouverner, où la matière humaine est la matière première et c'est tout l'intérêt de nos métiers. Je reprendrai une citation peut-être de Hannah Arendt qui disait « La principale caractéristique de cette vie spécifiquement humaine dont l'apparition et la disparition constituent des événements de ce monde, c'est d'être elle-même toujours emplie d'événements qui, à la fin, peuvent être racontés, peuvent fonder une biographie. » Nous avons donc dans nos vies humaines une approche qui est universelle, un début et une fin, c'est la condition humaine, mais nous avons des modes spécifiques d'existence qui nous sont propres à chacun. Nous avons aussi une dimension biologique qui est particulièrement mise en avant dans nos sociétés et sans doute que nos sociétés d'aujourd'hui mettent plus l'accent sur la zoé, c'est-à-dire la dimension physique et biologique qui devient peut-être trop prioritaire, le simple fait d'être en vie. Et puis la dimension du bios, si je reprends cette dichotomie ancienne de la civilisation grecque, le zoé dans sa dimension physique et biologique et le bios dans la notion de riche accomplissement d'une vie, c'est-à-dire la dimension sociale et politique de la vie de chacun d'entre nous. Sans doute qu'un glissement s'est opéré sur cette notion de valeur de la vie humaine. La valeur de la vie comme fait social et politique décline sans doute, tandis que la valeur de la vie comme un fait naturel et biologique aurait peut-être plutôt tendance à progresser.
En tout cas, pour celui qui s'interroge sur cette valeur de la vie humaine, sans doute que ces deux dimensions sont fortement intriquées et, je l'espère en tout cas, certainement indissociables. Ce glissement de la dimension sociale et politique vers une dimension physique et biologique nous interroge malgré tout sur une forme de déplacement de la question des droits de l'homme peut-être vers la question des vies à sauver. Alors je m'écarte peut-être un tout petit peu du sujet, mais je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Et pour avoir suivi les problématiques des personnes en situation irrégulière sur le territoire français, j'ai pu constater au cours des décennies qui se sont succédées le glissement de l'acquisition ou de la possibilité d'obtenir un titre de séjour. Il y a quelques décennies, on pouvait obtenir un titre de séjour en raison des persécutions que l'on subissait dans son pays d'origine. Aujourd'hui, c'est plutôt en mettant en avant une maladie que l'on obtient le titre de séjour qui permet de résider et d'être pris en soin dans notre pays parfois. Donc on a à l'évidence changé et modifié la façon dont nous appréhendons la vie humaine et sa valeur. Quoi qu'il en soit, la réalité sociale s'inscrit dans la vie des êtres humains dans cette double dimension à la fois matérielle, biologique et expérientielle, et les faits sociaux se traduisent dans le vivant, mais aussi dans le vécu qui est propre à chacun d'entre nous. Cette dimension de l'incorporation dans le biologique de la vie sociale qui est la nôtre est une dimension qui fait aussi l'objet de très nombreux travaux dans une autre discipline en plein développement qui est l'épigénétisme. Je pense que cette séquence de webconférence sera l'occasion, en tout cas, de nous interroger sur la vie humaine et sa valeur. Deuxième point que je voudrais mettre en avant, plus classique, c'est celle des droits des usagers. Notre réflexion autour de la dynamique patient en 2021 est une réflexion à la fois d'actualité, mais en même temps très ancienne. Je veux dire par là que les évolutions se sont faites au cours du temps, que la question du prendre soin est une question qui agite les êtres humains et les sociétés depuis très longtemps, depuis la nuit des temps, mais que nous avons eu, en France notamment, des évolutions juridiques qui ont témoigné de ces évolutions de posture des acteurs du système de santé. Et je ne peux pas ne pas citer les lois du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale et la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Deux lois qui renvoient à un historique de près de 20 ans bientôt maintenant, et qui a consacré l'usager et le patient comme des acteurs à part entière de leur santé et des prises en charge et accompagnements qu'elles nécessitent. Alors vous le savez, il y a des droits individuels, des droits fondamentaux qui sont d'ailleurs propres à chaque citoyen, le droit à la dignité, le droit à la vie privée, le droit à l'intimité, le droit au respect de ses croyances et de ses convictions, mais qui s'appliquent aussi dans notre champ qui est celui du système de santé, des droits spécifiques aux usagers de la santé, toujours des droits individuels, le choix, le consentement libre et éclairé, la fin de vie, le droit à une vie digne jusqu'à la mort, le soulagement de sa douleur, le droit de désigner une personne de confiance, de rédiger des directives anticipées. Pour les plus jeunes, le droit des enfants malades à un suivi scolaire, le droit d'être entendu par un responsable de l'établissement dans lequel on se trouve pour pouvoir exprimer ses griefs ou ses réclamations, le droit de la personne de demander réparation quand un préjudice est subi. Tout ceci sont autant de droits individuels qui se sont progressivement construits au cours du temps et qui participent à cette dynamique patient telle qu'on peut la vivre et voir son évolution au cours de ces années et certainement des années à venir. Droit également collectif,
car la loi du 4 mars 2002 reconnaît les droits attachés à la personne dans ses relations avec le système de santé. Jacques Portier le soulignait tout à l'heure, les droits de représentation des usagers du système de santé, le droit de débattre, de développer, d'initier et de mettre en place des débats publics sur des questions de santé collectivement, des droits qui sont plus récents, tels que l'action de groupe en santé, qui permet de porter devant les tribunaux une parole collective en cas de préjudice ressenti dans un cadre d'un dispositif légal. Et puis, toujours récemment également, la transformation du collectif interassociatif en santé en fédération des associations agréées, l'Union nationale des associations agréées dans le système de santé. Donc, des droits individuels et des droits collectifs qui se sont progressivement installés dans notre pays et dans notre système de santé. Voilà pour un deuxième éclairage qui me semble important de garder à l'esprit. Troisième et dernier point d'approche, entre guillemets, de ce cycle de webconférences que je voudrais partager avec vous, c'est celle autour à la fois de la mise en autonomie et de la revendication de l'autonomie des usagers du système de santé, mais aussi l'impératif démocratique qui guide, je pense, nos démarches dans le champ du système de santé et dans cette réflexion autour de la relation soignant-soignant et de la dynamique patient. En tant que président de la Conférence nationale de santé, la Conférence nationale de santé, en 2016, a promulgué, ou en tout cas a travaillé et a diffusé une charte qui s'intitule la charte du parcours de santé. Une charte, encore une, pourrait-on dire, mais une charte qui ne visait pas à faire disparaître les autres chartes qui existent dans notre système de santé, mais plutôt à assurer une forme de continuité et de cohérence autour de cette notion de parcours de santé. Il me semble important de pouvoir évoquer cette dynamique de patient dans un parcours de santé, dans un parcours de vie. L'histoire de santé des personnes résulte de facteurs multiples qui sont des déterminants de la santé de chacun d'entre nous, de mode de vie, d'éducation, d'activité professionnelle, de l'environnement social, économique, du logement dans lequel nous nous trouvons. Et ce parcours de santé, cette dynamique patient doit pouvoir s'inscrire dans cette dimension temporelle que représente ce parcours de santé, une dimension à la fois temporelle et géographique. Le parcours de santé inclut bien sûr les interactions de la personne avec les professionnels, les établissements, les structures du système de santé, du médico-social et du social, et inclut bien sûr les plans, les projets de soins et d'accompagnement qui peuvent en résulter. La cohérence, la convergence des droits dans ce parcours de santé me semble un élément important. Et la charte du parcours de santé initiée, construite, co-construite avec les associations d'usagers, les représentants des professionnels de santé, s'est construite autour de 3 principes et 4 objectifs. Je voudrais juste citer ces 3 principes qui me semblent importants à partager. Un premier principe qui est de se dire que usagers et professionnels sont dans une relation partenariale. L'usager, tout au long de son parcours de santé, dispose de ses droits et ne fait l'objet d'aucune discrimination. Ce partenariat se construit selon des modalités adaptées à la situation personnelle de l'usager dans le respect de son autonomie. Et l'usager, d'ailleurs, agit selon les mêmes principes vis-à-vis des professionnels de santé. L'usager, dans ce partenariat, a la possibilité, les moyens d'exprimer son appréciation sur la qualité de la relation avec les professionnels et sur la qualité des soins et des prestations reçues. Deuxième principe, après celui sur la relation partenariale,
Deuxième principe, tout usager prend avec le professionnel de santé les décisions concernant sa santé. Et cette décision repose sur le partage d'une information claire et loyale, incluant, y compris d'ailleurs, les aspects économiques, financiers, les restes à charge, et l'usager doit pouvoir être en situation d'exprimer son consentement, son refus, libre et éclairé. Il est un acteur de sa santé tout au long de sa vie et le professionnel de santé exerce son activité en respectant les règles déontologiques qui s'imposent à lui. Troisième principe, l'usager et le professionnel partagent des responsabilités collectives vis-à-vis de notre système de santé et de solidarité. L'usager et le professionnel, directement ou par l'intermédiaire de leurs représentants, participent aux décisions relatives aux politiques de santé et de solidarité, tant au niveau national que territorial et local. Il me semble que dans la discussion, les débats que nous allons ouvrir au cours de ces séances, il est à la fois important de réfléchir à la dimension interpersonnelle entre patients, entre professionnels, entre patients et professionnels, mais également d'y intégrer la dimension de réflexion collective et solidaire sans lequel notre système de santé ne pourrait pas fonctionner. Voilà pour quelques principes que nous avions travaillés voici quelques années, qui est au cœur de la charte du parcours de santé et qui, je pense, sera également au cœur de nos réflexions pour ce cycle de webconférences. Je clôt ces quelques mots d'introduction et je me permets d'initier l'ouverture de cette première séance de webconférence en introduisant, si vous le voulez bien, notre intervenante Camilla Alves, qui est professeure associée en santé publique à la faculté de médecine de Petropolis au Brésil, qui est également chercheur associé à l'université Sorbonne Paris-Nord, au centre interuniversitaire Experis et qui est membre, elle pourra peut-être nous en dire plus, de l'HI-VIF. Et ses axes de recherche portent sur le processus de subjectivation de soins et l'expérience des maladies chroniques. Un autre axe de recherche autour de la formation et l'auto-formation des adultes, la construction des savoirs expérientiels, et puis, sans forcément clore le sujet de ces axes de recherche, la promotion et la prévention en santé, ce qui convient bien à un professionnel de santé publique, et je l'en remercie en tout cas.